Le processus de transition écologique n'a pas commencé. Notre mode de vie actuel, il est condamné. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable de changer? C'est la fin du monde. Le compte à rebours a commencé. Tic, tic, tic. Les scientifiques ne savent plus comment exprimer les choses. C'est une partie de l'humanité qui pourrait disparaître d'ici à la fin du siècle. C'est un scénario catastrophe qui n'est pas impossible. Profitons de tout, on va tous crever. Ça me fait pas rire, moi, ça. On parle de gens que j'aime. Là, il faut se mouiller. C'est le moment de l'action. On ne peut plus tarder. Si on ne change pas l'homme, on ne changera pas le monde. On approche du précipice et on est lancé comme un TGV. J'ai tout perdu. Ma maison, mon business, tout. Les mauvaises nouvelles tombent, terribles et implacables. Sécheresse, ouragan, incendie. Fonte de la banquise, inondations. Les effets du réchauffement climatique nous frappent tous et partout sur la planète. L'augmentation de température devrait être de plus 5 à plus 6 degrés. Les conséquences seront inimaginables. Air saturé, océans pollués, espèces disparues, la liste s'allonge chaque jour un peu plus. On est vraiment dans un déclin terrible. Les scientifiques disent qu'on est rentré dans ce qu'on appelle la 6e extinction de masse des espèces. Nous sacrifions le vivant. Nous épuisons la Terre à grande vitesse avec notre course aux matières premières. Il y a des choix politiques qui protègent les intérêts de certaines industries, avant l'intérêt général. Tout seul, je n'y arriverai pas. Il n'y a aucun chef d'État qui est capable d'avoir le courage de la vérité. En un siècle, les multinationales ont déjà détruit la moitié des forêts du globe. Les intérêts financiers sont délirants et les guerriers de l'environnement qui osent se mettre en travers de leur chemin risquent leur vie. On sait qui a appuyé sur la gâchette. C'est la planète que nous assassinons. Et pour ce crime, nous n'échapperons pas à la sentence. La question est de savoir si on peut encore sauver notre civilisation. Il faut changer maintenant et radicalement notre mode de vie. Et pourtant, nous restons là, sans rien faire, à contempler le désastre. Comme un château de cartes, tout s'effondre pourtant autour de nous. On ne pourra pas expliquer à nos enfants que nous avons décidé de tuer la moitié des vivants sur Terre parce qu'il fallait gagner un point de croissance. J'ai pas envie de rigoler avec ça. Moi, j'ai des petits-enfants. Tu vas me faire pleurer, salaud. Paris, la capitale qui suffoque. C'était l'été dernier. Des températures records et des Français qui souffrent comme jamais dans cette canicule. La vague de chaleur a fait 1500 victimes de plus que les autres années. On mesure concrètement les effets du réchauffement climatique. Et ce réchauffement ne fait qu'augmenter les températures. Il dérègle toute la machine climatique. Chaque année, les effets se font sentir plus brutalement, jusque dans notre chair. Ces images datent d'il y a quelques semaines à peine. Le département de l'Aude est sous les eaux. C'est inimaginable. Inimaginable. Des bruits. Inimaginable. La France, l'Europe ne sont pas exempts des conséquences du réchauffement climatique. Le phénomène a été d'une violence extrême. 15 morts, 70 blessés, 100 communes inondées et plus de 1000 km de routes impraticables ou arrachées. À certains endroits, l'eau est montée de plus de 7 mètres en quelques heures. Ce qui se passe ici n'est plus un phénomène exceptionnel. Chaque année, les catastrophes liées au climat coûtent plus cher.
au moins 300 millions d'euros dans l'Aude. Et ces drames touchent aujourd'hui toute l'Europe. En fait, en moyenne, chaque année, actuellement, c'est plutôt 3000 victimes d'événements climatiques. Et ça risque de passer, si rien n'est fait pour lutter contre le réchauffement climatique, d'être multiplié par 50, de passer à 150 000 en moyenne. En 40 ans, le nombre de crues, de glissements de terrain et d'inondations a plus que quadruplé aux 4 coins du monde. Des événements qui portent tous pour les scientifiques la marque du réchauffement climatique. La spécificité du dérèglement climatique, c'est que c'est un système qui est capable de s'emballer. On appelle ça, dans mon domaine, en physique, une rétroaction positive. C'est un système instable. Et dès qu'on l'a drastiquement déstabilisé, on ne contrôle plus les conséquences. On arrive dans des effets d'entraînement de domino climatique que personne ne peut prédire avec certitude, tant ils sont complexes. Mais on sait que ça va se dérégler de façon très rapide et en chaîne. Nous sommes désormais entrés dans l'œil du cyclone. On voit quand même un accroissement des ouragans, tsunamis, etc. Jusqu'où est-ce que ça va aller? En 2017, la planète a battu le record d'événements extrêmes. Jamais, par exemple, le monde n'avait connu autant d'ouragans et de tempêtes. 84 au total, certains de catégorie 5, la plus violente. En août dernier, Harvey dévaste le Texas, puis la Louisiane. Bilan, 90 morts et plus de 100 milliards d'euros de dégâts. Le 5 septembre, l'ouragan Irma dévaste Saint-Martin, la Guadeloupe, la Martinique, puis Cuba, avant de frapper la Floride. 134 morts et plus de 60 milliards d'euros de dégâts. J'ai tout perdu. Ma maison, mon business, tout. On n'a plus rien. 10 jours plus tard, c'est Maria qui va ravager l'île de Porto Rico. Bilan, 2975 morts et 80 milliards d'euros de dégâts. C'est quand même le 3e ouragan en 15 jours à peine. Il y a l'eau, mais il y a le feu aussi. Ceux qui ont ravagé la Californie tout récemment révèlent une ampleur inédite dans l'histoire. Ils ont détruit des milliers d'habitations, brûlé plus de 100 000 hectares de forêt et piégé des centaines d'Américains au cœur du brasier. Oh my God, oh my God, please God, please God. Oh my God, please let me out of here. Please God. Please God. Please. Incendie monstre. Conséquence d'une sécheresse sans précédent. D'une hausse des températures à l'échelle du globe. Il suffit de regarder ce graphique. Entre 1880 et 2016, l'évolution de la courbe des températures moyennes est saisissante. Je crois que le changement climatique constitue l'une des plus grandes crises de toute l'histoire de l'humanité. Et que c'est en train de devenir insoutenable. C'est la fin du monde. Voilà, donc on vous le dit, on peut vous le dire d'une autre façon, vous pouvez ne pas y croire, mais c'est la fin du monde. Alors, cette fin du monde, elle ressemble à quoi ? I have chosen to entitle our first lesson, The Game of Mathematics. Les scientifiques ont des explications sur ce réchauffement climatique à l'origine de la catastrophe. Le problème, c'est qu'ils peuvent parfois nous noyer dans les chiffres. 2010. Plus 1,5 degré. 2017. 2 degrés. 2030. 2-3 degrés. 150 ans. 17 mètres. 3, 4. Plus 5 à plus 6 degrés. Pas 9, pas 10. 2018. Potentiellement ingérable. 2020. Catastrophique. C'est mort. À quoi bon, quoi? L'apocalypse. The Game of Mathematics. Alors, nous allons essayer de simplifier tout ça. Commençons par remonter dans le temps. Depuis toujours, la Terre régule naturellement les températures. Ce que l'on sait bien, c'est que le poumon de la Terre, c'est la forêt qui absorbe le CO2 produit et le transforme en oxygène. On connaît moins, en revanche, notre second poumon, les océans. Les océans, ils absorbent
à peu près un tiers du CO2 qui est émis par les activités humaines. Ils produisent la moitié de l'oxygène que nous respirons. Ils ont un rôle absolument vital pour nous. Le problème est bel et bien arrivé avec nous. À partir de la moitié du XXe siècle, l'activité humaine et le développement industriel ont provoqué le rejet massif de toutes sortes de gaz. CO2, méthane, protoxyde d'azote, des quantités énormes que nos forêts et nos océans n'arrivent plus à absorber. Ce sont ces gaz, piégés dans l'atmosphère, qui ont fait grimper la température et dérégler la machine. Un processus extrêmement instable. Le dérèglement climatique a ceci de très particulier que c'est un effet non linéaire, c'est-à-dire qu'il y a des paliers. Le premier palier est déjà franchi, plus 1 degré en un siècle sur notre Terre. Le problème, c'est qu'on ne va pas en rester là. Chaque demi-degré supplémentaire compte. La menace, c'est que si on ne reste pas dans cette fourchette de plus 1,5 degré dans la température moyenne du globe, il va y avoir des effets d'emballement, en fait. Les experts du climat nous montrent qu'il y a une différence énorme entre 1,5 et 2 degrés. Et probablement une différence énorme entre 2 et 3 degrés. Donc de toute façon, tous les efforts vont être bons à prendre. C'était donc ça le second palier, plus 1,5 degré. Un objectif que les scientifiques avaient pourtant fixé comme limite à ne surtout pas dépasser il y a 25 ans déjà. Là, tout le monde est en train de dire qu'on va dépasser les 2 degrés. Si la moyenne du globe est de 15 degrés et qu'on rajoute 2 degrés, c'est phénoménal. Au-delà de 2 degrés, on a des effets en chaîne, on a des déstabilisations d'écosystèmes, probablement aussi une déstabilisation des équilibres régionaux, des questions sécuritaires, des mouvements de population. Et là, on entre dans la partie qui est à la fois inconnue et potentiellement ingérable. Inconnu, pas si sûr. Certains avaient annoncé tout ce qui est en train d'arriver, et même la suite. Alors, ce réchauffement climatique qui s'accélère préfigure-t-il une gigantesque catastrophe? Est-elle évitable? Sommes-nous responsables de tout ce qui arrive? Surtout, sommes-nous, comme certains scientifiques l'affirment, à la veille d'un grand effondrement? Dans les années 70, personne ne voit le coup venir. Pas de def, peace and love, aux États-Unis, c'est une période bénie. On profite pleinement de la société de consommation, les supermarchés sont bien achalandés, l'essence coule à flot et ne vaut presque rien. En 1972, il n'y avait pas de signe alarmant. On avait l'impression que tout allait bien. L'industrie se développait, les gens s'enrichissaient. Dennis Meadows, le voici. À l'époque, il est déjà le barbu à lunettes. Lui et ses collègues de l'université du Massachusetts ont moins profité des 70s que les autres. Ils ont passé ces années enfermés dans leur labo. En 1972, ils en sortent enfin pour publier un rapport intitulé « Les limites de la croissance ». Des prophéties écrites il y a 40 ans que nous vivons à la virgule près aujourd'hui. On a démontré que les politiques et les choix qui semblaient intéressants à court terme allaient se révéler désastreux à long terme. Au même moment, à Stockholm, lors de la première conférence sur le climat de l'histoire, on se croirait à Woodstock. Dennis Meadows va faire déchanter tout le monde. Lorsqu'il monte à la tribune, le contenu de son rapport va secouer la communauté internationale. À un moment, il n'y aura plus assez de ressources naturelles pour permettre à l'humanité dans son ensemble, qui elle grossit, de vivre sur cette planète. Pour moi, Dennis Meadows, c'est ça, c'est ce qu'il a théorisé. Ce que le scientifique vient faire à Stockholm, c'est tenter d'alerter sur ce qui n'est pas encore perceptible. L'effondrement n'arrive pas d'un seul coup. Ce n'est pas un jour tout va bien et le lendemain tout va mal. Le problème, c'est qu'un jour les matières premières deviendront très difficiles à trouver.
Meadows est un visionnaire. Il explique précisément ce qui va se passer. Notre surconsommation de matières premières va détruire l'environnement et les émissions de gaz à effet de serre liées à cette consommation vont dérégler le climat. La planète ne pourra plus répondre à nos besoins à tous. La société mondialisée que nous connaissons ne peut que s'effondrer et disparaître parce que ces bases mêmes, du fait de la rareté de la ressource et d'une démographie galopante, ne permettront plus de maintenir le système que nous avons connu. Les propos catastrophistes de Dennis Meadows sont plus qu'une simple prévision. Ils deviennent une théorie, celle de l'effondrement. J'étais vraiment naïf à l'époque. Et je pensais vraiment que ce rapport allait pouvoir changer les comportements. Son rapport a interpellé la communauté internationale. Mais la suite ne sera pas à la hauteur. Il y a eu beaucoup de réactions positives, comme celle du président américain Carter, et même plein d'autres. Ils ont lu notre étude et compris les arguments et se sont sentis concernés. Mais ce n'étaient que quelques individus entourés d'un très grand nombre de politiciens et industriels très puissants qui avaient un intérêt immense à ne rien changer. Le court-termisme est une réalité pour les politiques publiques comme il l'est dans les entreprises privées. En fait, les gens qui bénéficiaient de ces politiques à court terme avaient tout simplement plus d'influence. Et c'est pour ça que les politiques n'ont pas changé. Le jour où on a donné le pouvoir à la finance et considéré que les résultats d'une entreprise devaient se lire par trimestre, on a tué quelque chose. On savait depuis plus de 40 ans que le déclin était engagé de façon dramatique. Ce n'est pas un manque de connaissances scientifiques qui nous amène à faire ce constat, mais c'est un manque de choix, ou plus exactement, on fait le choix de l'homme sur celui de la nature. C'est maintenant, 50 ans plus tard, qu'on voit les signaux vraiment alarmants. Ce qu'on avait annoncé dès 1972. Mais on n'a pas réussi à faire comprendre aux gens que tout ça allait arriver. On a déjà atteint le point de non-retour. Chaque jour est un nouveau point de non-retour. Le compte à rebours a commencé quoi? Tic, 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 c'est le climat. Aujourd'hui, la théorie Meadows ne passe plus pour de la science-fiction. Elle a donné son nom à une science. On l'appelle la collapsologie. Collapse en anglais, effondrement en français, c'est l'étude de la fin programmée de notre civilisation industrielle. Tout commence avec le réchauffement climatique et la manifestation la plus emblématique de cet effondrement est visible ici. Pour les glaces des pôles, le compte à rebours est déjà lancé. Même si Antarctique et Groenland sont très loin de chez nous, leur fonte, qui est en route actuellement, a vraiment une importance planétaire et est la première contribution depuis quelques années à l'élévation du niveau de la mer. Depuis 5 ans, la seule zone antarctique perd chaque année 219 milliards de tonnes de glace. C'est 3 fois plus qu'en 2010. En un demi-siècle, la banquise de l'Arctique a diminué de moitié. Preuve de l'urgence, pas un jour ne passe sans que de nouveaux équipages de scientifiques débarquent ici. On a suivi un entraînement pour vivre dans cet environnement très hostile. On s'est creusé des tranchées, installé des abris, et on est entraîné pour ça. Sur cette base de l'Arctique, ces chercheurs tentent de mesurer l'ampleur de la catastrophe. Sans relâche, ils carottent la banquise, analysent et effectuent de nouveaux prélèvements. Il y a 20 ans 3 mètres, ou un peu plus. Maintenant, elle fait 2 mètres ou un peu moins. Il y a 1 mètre qui a foutu le camp. Lors des derniers relevés cet été en août, la surface de la banquise arctique était de 5 millions de kilomètres carrés.
C'est 28% de moins qu'il y a 40 ans. Les régions les plus vulnérables par rapport au réchauffement climatique, c'est le Grand Nord, l'Arctique, où le réchauffement est 2 à 3 fois plus important qu'en moyenne. Et puis il y a ces images saisissantes. Le glacier d'Helheim au Groenland. Des scientifiques américains ont filmé en direct le détachement d'un iceberg, grand comme l'île de Manhattan, à New York. On a du mal à imaginer sur cette vidéo, mais ce morceau fait 6 km sur 2. 800 mètres de profondeur, la fameuse partie immergée de l'iceberg. Sous nos yeux, 10 milliards de tonnes de glace vont rejoindre l'océan. Si les glaciers du Groenland fondent, simplement le Groenland. C'est équivalent à 7 mètres d'élévation du niveau de la mer, et puis l'Antarctique à 60 mètres. Aujourd'hui, le niveau des océans augmente de 3 mm chaque année. Il y a la glace des pôles, donc, mais pas seulement. Le réchauffement s'attaque à tous les glaciers, partout sur la planète. La France sera touchée aussi dans ces régions montagneuses par la diminution de l'enneigement, par la disparition de certains glaciers, par la diminution des autres. Pratiquement, les glaciers pyrénéens sont appelés à disparaître complètement. Les Pyrénées d'abord, les Alpes ensuite. Enfin, le réchauffement pourrait amorcer la fonte des immenses terres gelées du Grand Nord, la Sibérie et l'Arctique. Depuis des millénaires, elles stockent d'immenses quantités de gaz à effet de serre. On appelle cela le permafrost. On va aller vers des cercles vicieux qui font que le permafrost va se dégeler en Arctique et en Sibérie, que ça va libérer des quantités phénoménales de méthane, qui est en moyenne 30 fois plus réchauffeur de l'atmosphère que le CO2. Plus de gaz à effet de serre et une machine climatique qui s'emballe. Dans ce scénario catastrophe, la banquise pourrait presque totalement disparaître dès 2100. Suivant les cas, le niveau des océans pourrait alors monter de 3 mètres pour les plus optimistes, de plus de 60 mètres pour les plus catastrophistes, avec évidemment des conséquences terribles pour l'homme. Il y a des centaines de millions de personnes dans le monde qui habitent au bord de la mer, qui habitent dans des très grandes métropoles qui sont d'ores et déjà situées un peu en dessous du niveau de la mer ou juste au niveau de la mer. Bien sûr, en Asie du Sud-Est, mais même New York. Même New York, on a vu Manhattan n'est pas, disons, n'est pas exempt de risque par rapport à l'élévation du niveau de la mer. Si l'on ne fait rien, nous allons devoir rayer de la carte du monde dans les années qui viennent des mégalopoles entières. Tokyo, englouti. Shanghai, englouti. Bangkok, englouti. Bombay, disparu. Miami, englouti. New York et Amsterdam, même sort. En France, Nantes, La Rochelle et Bordeaux seraient les premières villes noyées. 10 cm d'écart, ça peut sembler peu, mais ce sont 10 millions d'habitants qui risquent qui doivent d'une certaine façon quitter l'endroit où ils vivent. New York et Amsterdam veulent construire des murs de protection. C'est un peu vain, me semble-t-il, si on prend New York, d'essayer de protéger New York par un mur. Pourtant, des plans de secours existent. Ce mur, il a même un nom, le Big U, le grand U, rapport à sa forme. Pour tenter de protéger la ville et ses 10 millions d'habitants, ce plan a été doté d'un budget de 20 milliards de dollars. Ils peuvent le construire, ça ne marchera pas, mais ils peuvent toujours le construire. Au-delà d'une élévation du niveau de la mer de 1-2 mètres, eh bien, on ne peut plus protéger, disons, la protection sera vaine. En fait, des villes comme Jakarta en Indonésie ont plus de problèmes à ce niveau que New York. Mais la différence, c'est que eux, ils n'ont pas l'argent pour le construire. Le Bangladesh, c'est le pays qui va souffrir le plus du changement climatique. D'abord, quelques centaines de millions de personnes, c'est un delta. Et c'est un pays qui est bloqué entre la montée des eaux dans le golfe du Bengale et la fonte de l'Himalaya. Alors que c'est le pays un des plus pauvres du monde où les gens vont souffrir le plus du changement climatique, qu'ils ressentent déjà. Les plus impactés, ce sont comme toujours les plus pauvres et les plus isolés. Et c'est peut-être pour ça que rien ne bouge.
dans des îles où, pareil, la terre dépasse à peine de la surface de la mer et toutes ces personnes sont évidemment menacées. C'est le cas de ce paradis pour touristes. Les Maldives, on les connaît pour leurs plages, leurs couples en voyage de noces et leurs eaux cristallines, remplies de poissons exotiques. Aujourd'hui, ce paradis est tout simplement en train de couler. Alors, pour alerter le monde, le président des Maldives a eu une idée. Organiser le premier conseil des ministres sous-marins. Un dernier mot avant de plonger? C'est une situation préoccupante et nous voulons interpeller la planète sur ce qui est en train de nous arriver. Ce coup médiatique est à la hauteur de l'urgence. 80% des Maldives pourraient être englouties dès 2050 si le rythme actuel du réchauffement climatique se poursuit. L'avertissement est clair. Posé bien en évidence. Le réchauffement n'épargnera personne et aucun coin du globe, avec plusieurs modes d'action suivant les zones géographiques. Le réchauffement climatique a le mauvais goût d'augmenter les précipitations là où il y en a déjà assez, sinon trop dans certaines régions, et puis de les diminuer là où en fait on souhaiterait qu'elles augmentent. Pour nos régions, eh bien, ça va être plus de sécheresse, d'inondations l'hiver surtout, et puis plus de vagues de chaleur. On imagine des records de température, même en France, qui peuvent être de l'ordre de 50 à 55 degrés en été. Et cela, c'est effectivement à l'origine de beaucoup de victimes, de l'essentiel des victimes du réchauffement climatique. En première ligne, le continent africain. C'est lui qui souffre le plus de la sécheresse. Ici, dans la région du Cap en Afrique du Sud, elle dure depuis 3 ans. Les autorités ont dû rationner pendant des mois pour éviter de devenir la première métropole du monde privée d'eau. Dans les champs, la production de blé de ce grenier de l'Afrique a chuté de moitié. 1 ou 2 degrés de plus sur l'Afrique, eh bien, la productivité agricole baisse et ces températures vont au-delà de 30 degrés. Et en gros, les pays qui sont déjà climatiquement vulnérables au climat, sensibles à un climat, disons les régions tropicales équatoriales, sont malheureusement les régions les plus touchées. Les plus touchés, mais pas les seuls. La Californie, elle aussi, meurt de soif. Dans certains coins de l'État, pas une goutte de pluie n'est tombée depuis 5 ans. Le long des routes, on découvre des villes fantômes où il est devenu impossible de vivre. Le réchauffement climatique est un risque global et même les riches n'arriveront pas à s'en tirer. Sécheresse chronique, élévation des températures, terres agricoles mortes. Depuis des années, lentement mais inexorablement, la Californie se transforme en désert. Cette année, l'été a été particulièrement chaud. Le deuxième été le plus chaud que nous ayons connu depuis 150 ans. Il y a eu des records de température au Japon, les feux en Suède, les feux en Californie. Voici les flammes qui dévorent la Californie. Celui des 8000 pompiers américains qui font face à cet incendie, le plus dévastateur de l'histoire. Campfire, c'est le nom de cette montagne de flammes. Elle change de direction, ruse, prend à revers les hommes qui la combattent. Elle emprisonne des centaines d'habitants isolés qui se retrouvent coincés dans la gueule du monstre. Oh my God, please God, please God. Oh my God, please let me out of here. Please God. Please God. Certains n'auront pas eu la chance d'en sortir vivants. Les flammes ont tué des dizaines de personnes. Des dizaines d'autres sont toujours portés disparus. Je fais ce boulot depuis 31 ans. Et depuis 5-7 ans, chaque année, c'est de pire en pire. Depuis le début de l'année en Californie, 7500 incendies ont détruit une surface équivalente à 60 fois la ville de Paris. Campfire, lui, a réduit en cendres plus de 10 000 habitations,
et carboniser des dizaines de milliers d'hectares de forêt. À cause de cette météo sèche, les probabilités de départ de feu sont très élevées. Sur 100 braises, 95 sont susceptibles d'allumer un nouvel incendie. C'est ce qui en fait un feu très compliqué à gérer, très dangereux et qui se déplace très vite. Même le plus climato-sceptique des présidents du monde s'est rendu sur place. Donald Trump face à ces contradictions. Lui qui conteste toujours le réchauffement climatique. Les 129 millions d'arbres brûlés qui hantent les forêts californiennes viennent lui rappeler l'ampleur de son erreur de jugement. Il y a encore des gens qui vous expliquent que le réchauffement climatique est une fable. Mais je sais pas sur quelle planète ils vivent, mais manifestement pas sur Terre. Partout, des voix s'élèvent pour dénoncer ce climato-scepticisme. L'acteur Harrison Ford s'en est pris avec force au président américain. Stop, for God's sake, the denigration of science. Stop giving power to people who don't believe in science, or worse than that, pretend they don't believe in science for their own self-interest. Récemment, c'est le secrétaire général des Nations Unies qui lançait un cri d'alerte mondial. If we do not change course by 2020, we risk missing the point where we can avoid runaway climate change with disastrous consequences. Depuis près de 40 ans, les scientifiques n'ont pourtant cessé d'alerter. Les chefs d'État de la planète se réunissent chaque année pour parler du climat. Ces réunions ont un nom que l'on a appris à connaître, les COP, Conférence des pays. En 2015, la COP en France accouche des accords de Paris. Il pose des objectifs par pays pour limiter le réchauffement. En parallèle, le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, est créé. Ce groupe de scientifiques venus du monde entier est chargé de présenter des rapports réguliers sur le climat et l'augmentation des températures. Leur dernier opus a été présenté le 8 octobre dernier. Le rapport du GIEC, ça a été un coup de bambou de plus. Alors avec un sentiment, je pense, pour les climatologues, de hurler dans la nuit. Ce qui fait peur, c'est que malgré toutes les réunions internationales qu'il y a eu, toutes les COP qu'il y a pu avoir, Kyoto, Rio, Paris, c'est de pire en pire. Les scientifiques ne savent plus comment exprimer les choses. Je pense qu'on arrive à des niveaux de désespoir scientifique qui sont assez hauts. Où ils disent on ne sait plus comment parler aux gens, en fait. On ne sait plus comment parler au pouvoir. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays qui a signé les accords de Paris qui s'est vraiment engagé dans une voie qui permettrait de les respecter. Ce qui est très clair, c'est qu'on ressent très facilement une lassitude. On en est à la COP 24, donc 24 grandes réunions internationales pour traiter de la question climatique. Et chaque année, vous aurez le même constat, l'urgence est la même, les promesses sont insuffisantes et il y a des chances pour que ces promesses ne soient pas tenues. Le constat est unanime. La température continue de grimper et on n'a pas stoppé les émissions de gaz à effet de serre comme on s'y était engagé. Le meilleur exemple, c'est l'année 2017. En 2017, alors qu'il faudrait stabiliser, les émissions ont augmenté au niveau mondial, en Chine, premier pays émetteur, au niveau européen et en France. L'accord de Paris, on voit qu'on n'est même pas capable, même nous Français qui nous sommes les champions de tout ça, on n'est même pas fichus capables de le respecter. Nous, en France, on aurait dû baisser de 3% l'année dernière. On a augmenté de 3%. Donc on voit bien que cette courbe-là, pour l'instant, elle ne se brise pas. Et puis, il y a un effet amplificateur. L'annonce du retrait des États-Unis des accords de Paris, faite par Donald Trump. Suicidaire pour les scientifiques. The Paris Climate Accord is simply the latest example of Washington entering into an agreement that disadvantages the United States. Malheureusement, on comprend bien la difficulté de demander à l'ensemble des pays de faire mieux que ce qu'ils ont promis alors que le second pays émetteur, les États-Unis, ont annoncé leur retrait de l'accord. Est-ce qu'on peut aboutir à des solutions viables, crédibles, sans le deuxième émetteur mondial ? L'accord de Paris, Barack Obama le signe, est très allant dans les efforts qu'il va demander à son pays à l'avenir parce qu'il s'en va, en gros.
Et c'est ça qui est terrible, c'est de dire, au moment où un chef d'État s'en va, d'un seul coup, il pense à l'avenir de la planète. Jacques Chirac, pareil. Mais parce qu'il veut laisser une trace dans l'histoire, en fait. Alors, dans ce contexte, pouvons-nous encore éviter le désastre? Quelles sont les solutions? Existent-elles encore? Si... Même si nous adoptons un comportement exemplaire pendant 2 siècles, nous ne pourrons pas l'éviter. Même si on arrêtait totalement aujourd'hui d'émettre des gaz à effet de serre. Comme si on pouvait éteindre un interrupteur. Et ensuite patienter pendant une quarantaine ou une cinquantaine d'années pour que les émissions déjà dans l'atmosphère puissent réellement disparaître. Stopper le réchauffement climatique semble impossible. D'après ce que j'observe, non, on est... C'est déjà trop tard pour l'éviter. ça sera extrêmement difficile de réparer les dommages qui ont été causés. Le climat continuera à changer pendant des siècles. Le constat d'échec est là, et les conséquences sont bien réelles. Les hommes souffrent. En Asie, ils sont contraints de quitter leurs villages inondés. En Afrique, ils abandonnent leurs terres, devenues stériles. Les zones semi-désertiques vont s'étendre, donc on peut l'imaginer au moins un flux plus important de migration de l'Europe, de l'Afrique vers l'Europe. Déjà aujourd'hui, à peu près 60 à 65 millions de déplacés climatiques par an. Quand il y en aura 200, on va faire quoi? Quand il y en aura 500, on va faire quoi? Aujourd'hui, l'ONU dit que ça peut être entre 100 millions et 1 milliard de personnes qui vont migrer. Parce que justement, des pays vont devenir inhabitables. Il est tout à fait inévitable que des conflits armés prennent naissance. Quand on voit l'échec de l'Europe pour accueillir 2 millions de réfugiés syriens, on imagine ce qui adviendra quand il s'agira de 200, 300 ou 500 millions de réfugiés climatiques. Le monde est plus que jamais incertain. Parce que rien n'a été fait, le climat est aujourd'hui devenu la première cause de migration des hommes. La responsabilité politique aujourd'hui est considérable, parce que nos dirigeants savent ce que peut-être leurs prédécesseurs ne savaient pas, ou en tout cas pouvaient feindre de ne pas savoir. Donc aujourd'hui, ils ont le choix. Soit ils seront les pires traîtres de l'histoire de l'humanité, soit ils seront les premiers héros qui ont effectivement tenté de s'emparer de ce problème et de le résoudre. La balle est dans leur camp. Le réchauffement climatique met en péril les équilibres du monde et nous ignorons les signaux d'alerte. Comment sommes-nous arrivés à cette situation d'urgence? Sera-t-il possible de continuer à vivre comme nous le faisons aujourd'hui? Agriculture intensive, déforestation, urbanisation effrénée, pollution, disparition des espèces. Sous nos yeux s'étendent les racines du mal.